Bonsoir à toutes et bienvenue sur notre plateau Branchet TV. Je suis le docteur Mathieu Clauzon, responsable de l'anesthésie-réanimation chez Branchet Solutions. Et je travaille aussi à la clinique Convert de Bourg-en-Bresse, que je salue, avec une activité d'anesthésie tout à fait polyvalente, un centre de proximité comme nous le verrons tout à l'heure. Et donc ce soir, c'est l'anesthésie pédiatrique qui nous rassemble, notamment parce qu'elle est sous le feu des projecteurs depuis la parution des recommandations pour la pratique professionnelle de la SPHAR sur les centres effectuant une activité d'anesthésie pédiatrique. Et nous profitons de cette actualité pour vous proposer une série de 3 lives dédiés à des mises au point spécifiques à la prise en charge de l'enfant opéré. Et donc le professeur Isabelle Constant nous fait le plaisir et l'honneur de nous accompagner ce soir. Elle est anesthésiste réanimateur, chef de service à l'hôpital Trousseau à Paris, un centre spécialisé, et coordinatrice de ces RPP. Merci beaucoup Isabelle. À mes côtés également, fidèle parmi les fidèles, Patrick Yavordios, qui est président d'Aspro, directeur médical chez Branchet Solutions, et qui recueillera toutes vos questions lors du chat interactif. Et donc ce soir, nous sommes près de 600 anesthésistes réanimateurs, mais aussi infirmières anesthésistes, infirmières de salle de réveil, responsables de centre ou de bloc opératoire, pour 1 heure de présentation. Donc avant de laisser la place à Isabelle, peut-être quelques mots, Patrick, sur le format de la soirée. Oui, alors sur le format, alors déjà Mathieu, on est 674 pour l'instant, donc ça ne fait que monter, tant mieux. Et puis il va y avoir la première partie, c'est le topo que va faire Isabelle, donc on va la laisser faire. Elle a un certain nombre de diapositives. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de faire un peu une synthèse des questions que vous posez sur le chat. Donc vous posez, mais on n'interrompra pas. On le fera dans une deuxième partie où je ferai un peu une synthèse des questions. Comme vous êtes nombreux, il y aura probablement pas mal de questions. Il y aura des quiz aussi auxquels il faut répondre. Et puis, une petite remarque, le sujet vous semble probablement banal, fréquent tous les jours au bloc opératoire, mais il faut savoir qu'en 2023, c'est le plus gros sinistre qui a été payé par Branchet, une histoire de circoncision qui a 5 millions d'euros, c'est-à-dire, si je compte bien, entre 600 et 1000 années d'assurance pour un médecin. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui nécessite qu'on en parle. Donc, Isabelle, parlons-en. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de la circoncision. Donc, la circoncision, c'est une situation clinique auquel, je pense, tous ceux qui nous écoutent sont confrontés de façon très régulière. Donc, vous voyez, j'ai un peu recherché. Il y a à peu près 100 000 circoncisions en France. Il y en avait à peu près 100 000 en 2021. Donc, ces interventions, elles ont la particularité d'être réalisées le plus souvent dans des établissements libéraux par des praticiens anesthésistes réanimateurs qui ont une activité mixte adulte-enfant le plus souvent. Par ailleurs, ce sont des enfants qui ont un peu plus en général de 1 an et puis bien sûr c'est une intervention qui est réalisée en ambulatoire. Donc le but de cette présentation, c'est d'aborder un certain nombre de questions et en même temps d'aborder les éventuelles recommandations s'il y en a autour des différents points. Alors bon, on va procéder de façon linéaire. Ça commence toujours par une consultation d'anesthésie. Tout ça, vous connaissez parfaitement bien entendu, mais je me suis permis de vous remettre les textes originaux, ce qui permet de recadrer un petit peu les choses. Donc vous voyez, ça c'est un texte initial des années 90 qui précise que la consultation d'anesthésie, eh bien, elle doit avoir lieu plusieurs jours avant l'intervention. Vous le savez, c'est de là d'où viennent ces fameuses 48 heures minimum. Cette consultation, elle est faite par un médecin anesthésiste réanimateur, ça ne fait de doute pour personne. Et par ailleurs, vous avez des documents, il doit y avoir un témoin de cette consultation en termes d'écriture. Et cette consultation, ce n'est pas la visite pré-anesthésique qui sera faite, elle, dans les heures qui précèdent l'intervention. Donc, bon, cette consultation, elle doit être faite idéalement en présence des 2 parents et de l'enfant. Je précise et de l'enfant, puisque des fois, les parents viennent sans les enfants, ce qui est un petit peu dommage. Cette consultation, en fait, elle a pour but d'évaluer le risque anesthésique lié au patient que vous allez prendre en charge.
Donc ces risques périanesthésiques, on les connaît. Il y en a qui sont donc ils vont être dépistés par l'interrogatoire. On va rechercher s'il y a des antécédents néonataux. Vous savez, bon, ça concerne pas vraiment la circoncision parce que quand même, savoir qu'il c'est un ancien enfant prématuré, ça peut conditionner une prise en charge et surtout une surveillance post-opératoire. On va rechercher des facteurs de risque de complications respiratoires. Ça, c'est très important dans ce type de population. HRB, vous voyez ce que j'ai mis, c'est l'hyperréactivité bronchique qui est associée à un certain nombre de pathologies très fréquentes chez le jeune enfant, la bronchiolite, l'asthme, et puis d'autres signes qu'on reverra ensuite. Des facteurs de risque de complications hémorragiques, là je vous ai fait une diapo spéciale là-dessus parce que c'est important, même dans des interventions comme la circoncision. Des facteurs de risque également de troubles du comportement post-opératoire. Vous savez que c'est très fréquent chez l'enfant en post-anesthésique ou post-chirurgie. Eh bien, il y a des troubles du comportement qui peuvent apparaître. Et les facteurs de risque, c'est un retard neurocognitif, une certaine agitation, une anxiété de l'enfant, mais aussi des parents d'ailleurs, surtout de la maman, on dit. Et puis d'autres points qui peuvent moduler un petit peu notre prise en charge, que ce soit des crises convulsives, un reflux gastro-œsophagien, une nausée, vomissement post-opératoire, et puis des allergies, d'un contexte d'allergie. Alors justement, puisqu'on parle de risque, moi je me suis permise de faire un petit point sur les risques en anesthésie pédiatrique. Vous voyez que le risque d'arrêt cardiaque, finalement, chez l'enfant de moins de 18 ans, c'est 1 sur 10 000. C'est, j'allais dire, pas si fréquent que ça, un petit peu comme chez l'adulte sain d'ailleurs, en l'occurrence. Sauf que quand on regarde d'un peu plus près, eh bien, on voit que par contre, l'effet de l'âge est important puisque ce risque, il passe à 1 sur 1000 chez l'enfant de moins d'1 an et à 1 sur 100, voire 500 chez l'enfant de moins de 1 mois. Donc, l'âge joue un rôle essentiel et vous le voyez dans le carré noir, les études qui sont citées là, qui sont les plus récentes, ont mis en évidence tous ces facteurs de risque, l'âge, la classification ASA supérieure à 2, c'est-à-dire que l'augmentation du risque commence à partir de l'ASA 3, la présence de comorbidité, l'expérience faible en anesthésie pédiatrique, c'est un facteur qui ressort des 3 études que je vous ai mis en référence, l'absence d'équipe dédiée, ça ressort également d'une des 3 équipes, et puis le contexte d'urgence. Ça, c'est pour l'arrêt cardiaque. Mais il n'y a pas que l'arrêt cardiaque, il y a tous les near miss, c'est-à-dire les incidents critiques graves. Et il y a une étude relativement récente, européenne, que vous connaissez probablement de nom, c'est l'étude Apricot, qui a été publiée et écrite par Walid Abre, qui s'intéresse à cette étude. Alors, c'est une étude multicentrique qui a 30 000 enfants, il y a 160 centres et il y a 33 pays. Donc, vous voyez que c'est quand même des cohortes très importantes et qui montrent que les incidents critiques graves, alors parmi ces incidents, il y avait le laryngospasme, le bronchospasme, les chocs anaphylactiques, c'était vraiment des incidents graves, eh bien, ont une incidence de 5% et vous avez la répartition entre respiratoire et cardiovasculaire sur la diapo. Les facteurs de risque, là encore, c'est un peu les mêmes, hein, c'est encore une fois l'âge. Il y a 2 catégories d'âge particulièrement à risque. Le moins d'1 an, je ne parle même pas du moins d'1 mois qui est encore pire, et puis le 1 à 3 ans qui lui aussi a un risque augmenté. Toujours pareil, la catégorie ASA à partir de 3, les comorbidités, l'expérience faible en anesthésie pédiatrique et le contexte d'urgence. Enfin, dernier type de complications, les complications respiratoires. Les complications respiratoires, on sait qu'elles sont fréquentes en anesthésie pédiatrique. Vous voyez, là, dans cette étude qui était parue dans le Lancet en 2010, eh bien, l'incidence était de 15%. Bien sûr, ce n'était pas forcément des complications très graves, ça pouvait être que des désaturations transitoires, mais vous voyez qu'il y avait quand même une incidence de laryngospasme et de bronchospasme non négligeable. Et dans ce contexte, les facteurs de risque, là encore, sont bien déterminés. L'âge, encore une fois, l'hyperréactivité bronchique qui, dans cette étude, multipliait par 4 l'incidence des complications respiratoires, donc l'hyperréactivité bronchique, asthme et infection des voies aériennes supérieures, par exemple. Tout le monde, vous le savez pertinemment, j'en suis persuadée. Encore faut-il l'objectiver avec ce type d'étude. La chirurgie ORL, qui est également un facteur de complications respiratoires. Et puis, encore une fois, l'expérience faible en anesthésie pédiatrique.
Donc, maintenant qu'on a fait le tour des risques, on va aborder le risque hémorragique. Et par exemple, je cède la parole à Mathieu. Oui, on vous propose, pour ceux qui sont en plein écran, de sortir du plein écran pour accéder sur votre ordinateur à ce petit QCM et qui va vous demander de répondre, en effet, quand prescrivez-vous un bilan d'hémostase avant une circoncision? Alors, est-ce que c'est un bilan qui est systématique avant toute circoncision? Un bilan uniquement si la marche n'est pas acquise? Est-ce que vous donnez systématiquement un questionnaire d'hémostase? Est-ce que vous réalisez un bilan seulement si le questionnaire est positif? Ou est-ce que vous ne réalisez aucun bilan? Car de toute façon, c'est une chirurgie mineure. Voilà, donc on vous propose de répondre directement sur vos outils numériques. Petite musique d'attente, probablement. On a un retour. Alors, est-ce qu'on va voir apparaître les premières tendances? Voilà. On va passer aux tendances en régie. Qui est élu? La régie. La Allô, régie, la régie. ouais. On le connaît que j'ai. On est seul sur Mars, ça y est. Alors voilà, j'ai une petite tendance sur la tablette, en effet, pardon. Alors, personne ou quasi personne ne réalise de bilan systématique. D'accord, c'est bien. Ni parce que c'est systématique, ni parce que c'est une chirurgie mineure. En revanche, un bon tiers propose de faire un bilan si la marche n'est pas acquise. Quasi personne ne donne systématiquement un questionnaire d'hémostase. Mais par contre, ceux qui auraient donné un questionnaire ont tendance à prescrire un bilan si le questionnaire est positif. OK. Donc, on va voir finalement ce qui est recommandé, ce qui est préconisé, disons. Donc, le risque hémorragique, en fait, il y a une chose particulièrement importante dans tous les cas, et quel que soit l'âge, c'est de faire ce fameux questionnaire. Donc, on ne le donne pas, en fait, mais on le fait. C'est-à-dire qu'on demande, alors pas à l'enfant évidemment, mais aux parents, on a un certain nombre de questions, c'est assez bien déterminé. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis ici. Vous pourrez le garder et vous pourrez l'utiliser dans vos consultations d'anesthésie. Donc vous avez les 4 premières questions qui, on ne va pas les détailler toutes une par une, mais en gros, ces questions sont faites pour savoir s'il y a eu un saignement anormal, soit en périopératoire, soit après la fameuse chute du cordon ombilical, soit après une extraction dentaire, soit encore avec une présence d'hématurie. Ce qui est intéressant, c'est que ces 4 questions, elles doivent être posées non seulement pour l'enfant, mais également pour la famille. Parce que vous savez que la difficulté en pédiatrie, en anesthésie pédiatrique, c'est que les enfants sont jeunes et qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion d'exprimer leurs anomalies d'hémostase, par exemple. Et donc, il est intéressant de connaître les éventuels antécédents familiaux. Et puis ensuite, il y a encore 5 questions qu'on voit ici. Et là encore, ce sont des questions qui vont explorer les saignements muqueux, les épistaxies, les saignements prolongés, etc. C'est plutôt ça, on sent bien que c'est plutôt orienté vers l'hémostase primaire ou vers la recherche d'un Willebrand. Bref, ce questionnaire est très important. Et vous voyez que s'il y a une réponse positive à une des questions, des 4 premières questions, ou 2 réponses positives aux 5 questions suivantes, eh bien on considère que ce questionnaire est positif. Et là, quel que soit l'âge de l'enfant, ou quel que soit l'état de l'enfant finalement, eh bien, ce questionnaire positif va faire qu'on va préconiser, on va faire réaliser plutôt, un bilan d'hémostase, qui est un bilan simple, numération plaquettaire TP-TCA ou TCK. Je vous rappelle que le TCA, il est sensible aux anticoagulants circulants et pas le TCK. Et donc, dans le cas où l'interrogatoire est positif, c'est bilan. Et puis, deuxième cas où on fait un bilan, c'est quand la marche n'est pas acquise. Donc on ne donne pas d'âge, parce que finalement, il y a des enfants qui vont marcher à 1 an, il y a des enfants qui vont marcher à 18 mois. La marche non acquise ou l'interrogatoire positif, ça veut dire bilan d'hémostase. D'accord ? Par contre, si vous avez un enfant qui marche
de façon, c'est-à-dire un enfant en général à partir de 2 ans, et un interrogatoire négatif, eh bien dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de faire de bilan, d'accord, notamment dans la circoncision. C'est l'énorme majorité des cas. Absolument, c'est l'énorme majorité des cas, mais il faut savoir que ce questionnaire, il faut le faire. C'est la seule chose qui soit impérative. Voilà, donc vous avez dépisté le risque hémorragique. Alors la consultation conduit toujours évidemment à un examen clinique. On va passer très vite parce qu'on n'a pas besoin de le détailler. Moi, je vous ai mis en rouge les points qui sont particulièrement importants. C'est vrai que le poids, il faut l'avoir puisque, comme vous le savez, en anesthésie pédiatrique, on calcule tout par kilo. L'auscultation pulmonaire fondamentale, toujours pareil, risque respiratoire. Et puis les critères d'intubation, en sachant que ce n'est pas toujours facile, évidemment, parce que les enfants, ils ne veulent pas forcément ouvrir la bouche. Il faut faire très attention aux malformations d'oreille, vous le savez très probablement, mais malformation d'oreille égale probabilité d'intubation difficile. Par ailleurs, un point intéressant également, c'est de regarder les amygdales, parce qu'il y a des enfants qui ont une hypertrophie amygdalienne, et vous savez qu'à l'induction ou au réveil, ça peut induire une obstruction qui va nous gêner, qui peut nous gêner, et il faut le savoir. Voilà, donc deuxième partie de consultation, maintenant que vous avez réalisé votre interrogatoire, c'est l'information. En fait, les informations à dispenser, elles sont essentielles pour les parents, mais aussi pour l'enfant s'il est en âge de comprendre, bien entendu. Donc vous devez déjà lui donner des informations sur le déroulé, vous allez lui expliquer comment les choses vont se passer du jeûne jusqu'au réveil et au retour à domicile. Donc le jeûne, je vous ai remis les guidelines en termes d'heures de jeûne. Vous voyez qu'on peut boire du liquide clair jusqu'à 1 heure avant l'intervention. Le lait maternisé, le lait maternel, c'est 4 heures avant l'intervention. Et finalement, le reste, c'est 6 heures. En sachant qu'il y a une petite discussion autour du lait maternel, puisque les guidelines européennes veulent descendre à 3 heures. Pour notre part, en France, la plupart des centres respectent le délai de 4 heures. Donc ça, c'est un point important, le jeûne préopératoire, qu'il va falloir expliquer aux parents. L'hygiène, c'est la douche, la préparation au bloc, etc. Et puis, on va expliquer à l'enfant aussi ce qui va se passer et aux parents, c'est-à-dire on va t'endormir et tu peux souffler dans le ballon ou tu veux la piqûre. En général, c'est comme ça qu'on présente les choses. Donc, évidemment, l'enfant, en général, il préfère souffler dans le ballon qu'avoir la piqûre. Il faut laisser ce choix, c'est quelque chose d'important. C'est à l'enfant et non pas aux parents. Voilà, on doit également donner des informations sur ce qui va se passer en salle de réveil, en SSPI, en termes d'analgésie, etc. Et puis le retour à domicile, c'est important parce qu'il va falloir expliquer aux parents que la douleur, eh bien, ils vont peut-être y être confrontés et qu'il va falloir la gérer. Et donc, vous allez leur expliquer les traitements, etc. Vous devez également donner une information sur l'anesthésie loco-régionale que vous comptez faire. Ça, c'est important. Et il faut que ce soit noté comme tout ce que vous donnez, que vous dispensez en termes d'information, ça doit être noté sur le dossier. Vous devez également les prévenir que l'intervention peut être annulée, notamment s'il y a une infection des voies aériennes supérieures, parce qu'on est dans un cas où le risque respiratoire est augmenté. Donc ça, c'est des points importants. Alors, dans tous les textes, on vous dit qu'il faut s'assurer de la bonne compréhension de ce que vous dites aux parents. Ça, ce n'est pas toujours évident. Mais vous devez au moins leur demander s'ils ont bien compris, avoir un retour de ce type. Vous devez solliciter les questions et évidemment colliger tout ça sur le dossier d'anesthésie. Il faut savoir que le défaut d'information, c'est un sujet de plainte souvent. Quand il y a quelque chose qui se passe mal derrière, eh bien les parents disent, les parents c'est un peu comme les adultes, mais les parents disent, voilà, on ne m'avait pas dit. On ne m'avait pas dit qu'il allait avoir une piqûre là, on ne m'avait pas dit pourquoi il y a un pansement à cet endroit-là, etc. Donc c'est important. La visite pré-anesthésique, elle est obligatoire. Vous devez vérifier que le consentement aux soins qui a normalement été fait c'est le chirurgien qui doit faire signer ce consentement aux soins. Néanmoins, il est aussi de votre responsabilité de vérifier qu'il est bien signé. Attention, si nous sommes dans le contexte de la circoncision rituelle, il est impératif que les 2 parents aient signé ce consentement parce qu'il y a des discussions autour du bénéfice de cette circoncision et donc il faut que les 2 parents aient signé.
Bien sûr, vous demandez si s'est passé quelque chose depuis la consultation. C'est du grand classique. Je vous apprends, je pense, pas grand-chose. Vous donnez un petit coup de stéthoscope pour ausculter les poumons de cet enfant, puisqu'on a toujours cette arrière-pensée de risque respiratoire. Et si vous vous êtes confronté à une cause de récusation, telle que celle que vous voyez ici, c'est-à-dire une infection des voies aériennes respiratoires bénigne, vous devez décaler l'intervention de à peu près 2 semaines. Lorsque vous avez une atteinte des voies aériennes inférieures, mais on reverra tout ça dans les émissions que nous ferons après autour de l'adénoïdectomie, puisque c'est plus le contexte. Voilà. Et vous devez être d'autant plus vigilant sur cette éventuelle infection des voies aériennes supérieures que vous avez des facteurs de risque supplémentaires, c'est-à-dire un jeune enfant, la présence d'un asthme, une obésité, ou encore, mais ce n'est pas le contexte de la circoncision, la chirurgie ORL. Bref, alors la préparation, finalement, ne fait plus de prémédication maintenant. Vous le savez, quasiment plus de prémédication. Par contre, eh bien, on a des structures dans lesquelles les enfants peuvent jouer. Vous voyez ici, même à la PHP, on y arrive, c'est pour vous dire qu'on a des enfants, ça c'est à Trousseau, qui arrivent dans des structures qui sont ludiques. Et vous voyez que les enfants jouent beaucoup, vont au bloc opératoire à pied et vivent tout ça très bien, de façon le plus ludique possible. Est-ce que lors de la visite, tu penses qu'il faut voir physiquement les parents, les revoir systématiquement, ou est-ce qu'on peut se contenter de voir l'enfant? Non, 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 il faut que les parents, parce qu'on va leur demander s'il s'est passé quelque chose de nouveau. D'abord, on va leur demander s'ils sont bien à jeun. Mais normalement, l'infirmière l'a déjà fait dans le service d'hospitalisation ou dans l'unité d'ambulatoire. Mais il faut voir les parents, absolument. Alors, on n'est pas obligé de voir les 2 parents, mais par exemple, ce qui se passe de temps en temps, c'est qu'en consultation, on va voir la maman et on va dire, mais dans ces cas-là, nous, on aimerait bien voir aussi le père lors de la visite pré-anesthésique. Donc, on fait venir les parents à la porte du bloc opératoire exactement, au minimum. c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Voilà. Et vous y arrivez? Oui. Alors, à la PHP, encore une fois. Donc à la porte, parce que ça c'est une question, à la porte ça suffit. Il n'y a pas besoin de sortir du bloc pour aller dans la chambre. Non, alors nous, on a un espace à l'entrée du bloc opératoire. D'ailleurs, on l'a vu là, pour l'unité d'ambulatoire, c'est un espace qui s'appelle la salle d'embarquement. C'est dans le bloc opératoire, les parents descendent. Et c'est là qu'on les voit, qu'on regarde si tout va bien, qu'on leur pose 2-3 questions et qu'on vérifie que rien n'a changé depuis la consultation. D'accord. Voilà. Alors, on a parlé de consultation, on va parler d'organisation un petit peu, parce que c'est quand même un peu à la mode. Et cette organisation, naturellement, il faut qu'elle soit en cohérence avec les RPP sur l'organisation de l'anesthésie pédiatrique en France qui sont sortis en 2023 et qui seront applicables en juillet 2024. Alors, qu'est-ce qu'elles disent? Je vous ai mis un résumé, parce qu'on ne va pas les refaire, parce qu'il y en aurait pour jusqu'à minuit, là. Donc, je vous ai mis un petit résumé de ces recommandations. D'abord, des choses qui sont là sur votre gauche, qui concernent l'organisation des hôpitaux et qui, en fait, n'ont absolument pas été modifiées depuis le SROS 2004, c'est-à-dire qu'on distingue 3 niveaux d'hôpital, l'hôpital de proximité dans lequel en général il n'y a pas de service de chirurgie pédiatrique et dans lequel on fait de l'ambulatoire pour les enfants de plus de 1 an et du programmé pour les enfants de plus de 3 ans. L'hôpital, la structure, disons, spécialisée, là on fait tous les âges, sauf si on a besoin d'une réanimation. Et enfin, l'hôpital de référence spécialisé régional, là on fait tout, etc. Mais ce n'est pas l'objet de la discussion. Ce qui est important quand même, c'est que dans ce SROS, comme je le dis toujours, il y avait déjà la notion de compétence, à la fois d'ailleurs pour l'anesthésiste et le chirurgien, il y avait déjà la notion de volume d'activité, sans précision. Et puis, il y avait la notion, le fait que l'activité pédiatrique doit être distinguée de celle de l'adulte. C'est aussi le cas dans la charte de l'hospitalisation de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un espace dédié. Il faut une salle dédiée ou en tout cas un chariot, au moins un chariot pédiatrique dédié pour ce qui est du bloc opératoire et pour ce qui est de la SSPI, un petit espace qui est dédié avec un paravent où il y ait une certaine intimité pour l'enfant. Et puis, il faut regrouper l'activité pédiatrique sur une équipe formée avec une activité régulière. Ça, c'était dans le SROS 2004. Bien sûr, on va le retrouver dans les RPP, mais c'était déjà là. D'accord? Et donc là, c'était pour l'organisation structurelle. Ensuite,
Eh bien, dans les RPP, on a distingué, mais vous avez compris quand je vous ai parlé de la diapo sur les risques, on a distingué 3 niveaux de risque en fonction des données de la littérature, comme vous avez vu. Les enfants qui ont moins de 1 an, qui sont assimilés, qui ont moins de 1 an et qui ont un risque non négligeable, respiratoire et cardiaque. Les enfants de 1 à 3 ans, chez qui finalement le risque respiratoire est prédominant, ce d'autant que ces enfants peuvent présenter une hyperréactivité bronchique ou qui sont pris en charge pour de la chirurgie ORL. Donc ça, c'est des facteurs de risque supplémentaires. Et enfin, l'enfant de 3 à 10 ans, pour lequel le risque est moindre. Et on a écarté l'enfant de plus de 10 ans, puisqu'on a considéré que dans cette population, le risque était comparable à celui de l'adulte sain et que finalement, la prise en charge pouvait être comparable également, obéir aux mêmes règles. De façon générale, dans ces RPP, on stipule que le médecin anesthésiste réanimateur doit être compétent en anesthésie pédiatrique. Alors, ça veut dire quoi compétent? En fait, ça repose sur 2 piliers. D'une part, la formation, c'est-à-dire la formation initiale puis continue, et d'autre part, la pratique régulière, parce que c'est bien joli d'être formé, encore faut-il pouvoir pratiquer de façon régulière et donc entretenir finalement ces compétences. Donc voilà comment on peut définir cette compétence. Enfin, et vous le savez, j'imagine tous, vous avez tous lu ou vu des présentations qui correspondent à ces recommandations d'organisation directement au bloc opératoire. Chez les moins de 1 an, on préconise 2 professionnels d'anesthésie compétents en anesthésie pédiatrique, dont un médecin anesthésiste réanimateur, et qui vont être dédiés tous les 2 à ce cas. C'est ça la nouveauté. Chez les 1 à 3 ans, il y aura 2 professionnels d'anesthésie compétents, dont au moins un médecin anesthésiste réanimateur en anesthésie pédiatrique, mais il n'y aura qu'un professionnel dédié et on a ouvert, on a proposé 2 possibilités d'organisation. Soit c'est le médecin qui est dédié, mais il faut quand même qu'il ait un recours immédiatement disponible s'il a un problème, puisqu'il y a des incidents, vous avez vu, il y a des complications, donc il faut pouvoir y faire face avec quelqu'un qui a une pratique régulière de l'anesthésie pédiatrique. Et la deuxième façon de faire, c'est d'avoir une IAD dédiée avec un médecin qui est, lui, évidemment, immédiatement disponible également. Pour les 3 à 10 ans, c'est la même chose, en fait, que les 1 à 3 ans, sauf que la deuxième personne n'a pas une compétence en anesthésie pédiatrique requise, ou une activité régulière en anesthésie pédiatrique requise. Voilà. Je vais un peu vite parce que... Mais je pense qu'on aura des questions sur ce sujet. Voilà. Alors là, si on revient un peu sur notre thème, c'est-à-dire la circoncision, donc la circoncision par excellence, c'est une chirurgie ambulatoire. Donc je vous ai remis quelques petits textes officiels, naturellement. Vous voyez, celui-là, c'est toujours le SROS, ça date de 2004. Concernant l'anesthésie ambulatoire. Donc là, qu'est-ce qui a marqué précisément? La prise en charge des enfants et des adolescents dans les espaces et l'organisation de la chirurgie ambulatoire doit faire l'objet des adaptations nécessaires à ces patients. Les locaux ont des spécificités, etc. En gros, ces spécificités pédiatriques, même pour la chirurgie ambulatoire. Ça, c'est les recommandations qui ont été... Alors, elles sont anciennes, parce qu'en fait, il n'y en a pas des plus récentes, alors que pourtant, l'anesthésie ambulatoire a beaucoup évolué. Elle date de 2008. C'était des recommandations éditées par l'ADARPEF et le Conseil national de la chirurgie de l'enfant. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'à tout moment, le maintien en hospitalisation conventionnelle ou une réhospitalisation de l'enfant opéré doit pouvoir être réalisable dans un environnement pédiatrique. Vous voyez, ça, c'est des textes anciens. L'accueil des enfants doit être fait dans des locaux adaptés, on l'a dit et redit, avec du matériel adapté, pédiatrique. Le personnel médical, chirurgien, anesthésiste, radiologue, endoscopiste, etc., a bénéficié d'une formation initiale, ainsi que d'une formation continue théorique et pratique. Il a, vous voyez ce qui a marqué déjà, 2008, un volume d'activité suffisant, défini par les sociétés savantes, c'est un peu laconique. Voilà. Et puis, le personnel soignant, c'est-à-dire paramédical, a la formation et les capacités requises pour la prise en charge des pathologies médico-chirurgicales pédiatriques. Vous voyez que déjà, les textes étaient déjà très exigeants. Donc, on continue un peu dans les textes. Je vais aller très vite parce qu'on en a déjà parlé. Ça, c'est toujours les mêmes recommandations de la DARPEF avec les 3 niveaux d'établissement. On en a parlé, proximité spécialisée régionale,
Déjà, toujours plutôt dans ce texte, notion de compétence, notion de volume d'activité. Et puis, je vous ai mis en plus la recommandation issue de la SFAR, cette fois-ci, des RFE de la SFAR, qui ont été publiées un petit peu plus tard, en 2010, et pour lesquelles il y a un chapitre concernant la pédiatrie. Donc, je vous l'ai mis là tout entier. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que chaque structure établisse en collaboration chirurgien-anesthésiste, une liste d'actes réalisés en ambulatoire et que cette liste, elle peut être évolutive en fonction de l'arrivée des chirurgiens, en fonction des compétences, etc. Concernant les enfants éligibles à, à la chirurgie ambulatoire, lorsqu'il s'agit d'enfants à terme, dans ces recommandations, l'âge minimal est de 3 mois. D'accord ? Par ailleurs, il spécifie qu'on peut prendre des enfants un peu plus jeunes à condition que le couple anesthésiste-opérateur soit d'accord, que la structure soit adaptée, etc. Mais je crois qu'on peut retenir le terme d'un âge supérieur à 3 mois. C'est ce qu'on fait chez nous, par exemple. Et voilà. Pour ce qui est des enfants nés prématurés, vous le savez que les prématurés, ils ont encore plus de risques que les autres, notamment respiratoires, et on considère qu'ils sont éligibles à l'anesthésie ambulatoire à partir de 60 semaines d'âge post-conceptionnel. D'accord ? Par ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les ASA3 équilibrés sont éligibles à l'ambulatoire. Enfin, en termes d'information, c'est un peu ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. L'information doit être compréhensible. Ça, ce n'est pas toujours évident, je vous l'ai dit. Et il faut toujours leur dire qu'il y a un risque de report. Et il faut aussi leur dire qu'il faudra 2 accompagnants pour la sortie de l'enfant s'il a moins de 10 ans et que théoriquement, les enfants, les gens doivent être à moins d'1 heure d'un centre capable de prendre en charge les complications. Alors on a parlé beaucoup de recommandations, de médico-légales, tout ça. Maintenant, on va parler un peu de médecine, un tout petit peu d'anesthésie. L'induction anesthésique. Il n'y a pas de grande particularité pour l'induction anesthésique pour une circoncision. Vous pouvez l'induire par inhalation. Évidemment, c'est largement l'induction la plus fréquente, surtout dans cette catégorie d'âge. Et vous voyez qu'on avait fait une enquête en 2010 sur la façon dont on faisait cette induction par inhalation. C'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et moi, ce que je voulais savoir à l'époque, c'est comment finalement on la réalisait. Est-ce qu'on utilisait des fractions élevées de sévoflurane? Est-ce qu'on le faisait progressif ou alors d'emblée rapide, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que les fractions élevées, c'est-à-dire 7 ou 8%, étaient quand même presque prédominantes à l'époque. Ce d'autant d'ailleurs c'était un petit peu plus prédominant dans les établissements libéraux, que le plus souvent c'était des inductions rapides et non pas progressives. Et vous voyez ce que j'ai barré avec une croix verte, c'est qu'à l'époque, les 3/4 des anesthésistes utilisaient du protoxyde d'azote, c'est-à-dire il y a 15 ans. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. La plupart ne l'utilisent plus. D'ailleurs, on n'en met plus dans les blocs opératoires. Bref, je me suis permise de rappeler les bonnes pratiques de l'induction par inhalation. Donc la fraction inspirée maximale, théoriquement, c'est mieux si c'est 6%. Donc vous pouvez le faire progressif ou d'emblée à 6%. Après, ça, c'est une fonction des habitudes. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'aide inspiratoire pendant l'induction par inhalation parce que ça va, disons, accélérer un petit peu l'induction. Il faut éviter les fractions expirées, élevées, prolongées et aussi, on y pense moins, l'hypocapnie. Pourquoi on évite ça? Parce que le sévoflurane, qui est un médicament formidable, il a quand même un effet épileptogène qui est reproductible et qui apparaît pour les concentrations élevées et qui est favorisé par l'hypocapnie. Voilà. L'entretien, on utilise en général pas plus d'1,5 MAC. Je vous rappelle quand même que la MAC dans cette catégorie d'âge, c'est 2,5%. Donc quand on dit pas plus d'1,5 MAC, ça veut dire pas plus de 3,25% de sévoflurane. L'intubation, on n'en parle pas trop, je vous en reparlerai quand on fera les topos suivants, parce qu'en fait, on ne va pas intuber pour une circoncision en règle générale, mais vous pouvez déjà retenir qu'il faut la faire à pupille centrée. Bref. Alors, on peut aussi faire une induction intraveineuse, bien sûr. Vous voyez, néanmoins, si on donne le choix aux enfants, en général, ils ne choisissent pas ça.
le graphique est très clair, le petit dessin. Pourtant, ça a des avantages, l'induction intraveineuse. Il y a moins de nausées, vomissements, il y a moins d'agitation au réveil, il n'y a pas d'effet épileptogène. Et puis, il y a de plus en plus d'études, notamment cette très belle étude parue dans Anesthésiologie en 2018, qui montre que finalement, quand on fait une induction par voie intraveineuse, eh bien, on a moins de complications respiratoires à la fois à l'induction et au réveil. Et ce qui est intéressant, c'est d'autant plus vrai que l'anesthésiste est peu expérimenté en anesthésie pédiatrique et que l'enfant présente un risque respiratoire. Autrement dit, si vous avez un enfant enrhumé à endormir, bon, ce n'est pas la circoncision, l'enfant enrhumé, vous allez le récuser normalement, ce n'est pas une intervention urgente. Eh bien, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en anesthésie pédiatrique, que l'enfant est enrhumé, eh bien, c'est d'autant plus prudent d'utiliser une induction par voie intraveineuse. Bon, finalement, la question se pose moins, on verra ça plus tard, parce que les gens font beaucoup de co-induction sévoflurane propofol, ce qui n'est pas une mauvaise idée en fait. Alors, un petit QCU pour détendre l'atmosphère. Juste pour connaître un peu les pratiques, j'ai déjà lancé le QCM. Quelle anesthésie loco-régionale vous réalisez ou vous voyez faire réaliser dans votre centre pour une circoncision? Plutôt un bloc pénien, un bloc pudendal, une anesthésie caudale ou aucune? Voilà, vous pouvez continuer de voter. On a pudendal. Pudendal. On a une première tendance en fait à près de 80%. C'est un bloc pénien. Ah! Moi aussi, j'ai fait un petit sondage chez moi, 95% bloc pénien. Mais il y a quand même des adeptes du bloc pudendal, on va voir un peu pourquoi. Alors je rassure tous ceux qui sont impatients de voir des réponses à leurs questions, c'est bien prévu dans quelques minutes qu'on puisse reprendre un peu vos questions interactives. Alors on y va. Alors, sur ce graphique que je trouve très instructif, vous avez les différents territoires d'innervation du nerf dorsal du pénis. C'est le bleu clair, donc vous voyez que ça innerve la face dorsale du pénis, comme il est logique. Le nerf périnéal qui, lui, va innerver la face postérieure du pénis, et le nerf anal inférieur qui va innerver toute la zone scrotale et périanale. Alors, quand on fait un bloc pénien, évidemment, on bloque les nerfs dorsaux du pénis. Il faut bien sûr avoir un abord bilatéral, c'est-à-dire une ponction de chaque côté et non pas une ponction médiane qui est génératrice de complications parfois graves. Vous pouvez éventuellement faire un petit complément de nerf périnéal, mais la plupart des gens ne le font pas. Alors que lorsque vous faites un bloc pudendal, évidemment, ce bloc il est plus complet puisque vous allez bloquer les trois nerfs, c'est-à-dire le nerf anal inférieur, que je vous ai montré qui est donc en rouge, le nerf périnéal face postérieure de la verge et le nerf dorsal du pénis. Donc, par définition, le bloc pudendal, il est plus complet, c'est vrai. Alors finalement, malgré tout, et on le voit bien d'après les réponses, il y a quand même une petite controverse parce qu'il y a des gens... Pourquoi il y a un T là ? Parce qu'il y a des gens qui préconisent quand même le bloc pudendal parce qu'effectivement, il offre une analgésie plus complète. Alors évidemment, si vous faites une circoncision chez un adulte vigile, il vaudra mieux lui faire un bloc pudendal. Mais un enfant endormi pour une circoncision, c'est le plus souvent le bloc pénien qui est choisi. Pourquoi ? Parce que c'est facile. Il faut faire, comme je vous l'ai dit, une ponction bilatérale. Vous pouvez le faire sous échographie, ça se fait très bien sous échographie. Il y a très peu d'échecs et il y a très peu d'incidents avec ce bloc. Le bloc pudendal, il n'est pas si facile que ça. Alors en fait, il est en général réalisé avec l'aide d'un neurostimulateur qui permet de voir le fameux clin d'œil anal et qui permet de voir qu'on est au bon endroit pour faire, c'est un bloc quand même par diffusion, pour endormir les trois nerfs. Vous pouvez le faire également sous échographie, mais ce n'est pas facile, notamment chez le jeune enfant. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est important pour le bloc pudendal, c'est que c'est clairement un bloc de choix pour la cure de l'hypospade. Là, il n'y a aucune discussion là-dessus. Le bloc pénien, c'est quand même celui qui est recommandé à l'heure actuelle. Alors, c'est des recos qui sont anciennes, 2009, pour les circoncisions. Voilà. Dans les deux cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous utilisiez de la ropivacaïne ou de la lévobupivacaïne, eh bien, vous utilisez 0,1 à 0,2 maximum millilitres par kilo par côté. En général, on met plutôt 0,15.
Et bien sûr, pas d'anesthésiques locaux adrénalinés. Un petit rappel quand même concernant l'utilisation des anesthésiques locaux chez l'enfant, parce que c'est source de temps en temps de problèmes. Vous voyez là en haut à droite le canal sodique sur lequel vont agir les anesthésiques locaux. Bref, vous avez à votre disposition pour l'anesthésie loco-régionale en pédiatrie de la ropivacaïne à 2 mg par millilitre, ça s'appelle aussi de la 0,2%, et de la lévobupivacaïne, 2,5 mg par millilitre ou 0,25%. Donc ce sont ces produits-là qu'il faut utiliser dans ce contexte. La dose totale maximale en volume, elle est de 0,4 ml par kilo. En fait, dans les livres, des fois, c'est 0,5, mais je crois que par prudence, on peut se dire 0,4. C'est des blocs de diffusion, avec un passage systémique possible quand même, pour éviter Alors, pour faire le bloc, vous allez utiliser des aiguilles à biseau court pour pouvoir bien sentir les ressauts. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas oublier le test d'aspiration systématique parce que l'injection intravasculaire d'anesthésique locale, c'est grave et c'est générateur d'arrêt cardiaque, bien sûr. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, quand vous êtes face à un surdosage en anesthésiques locaux, et encore une fois, ça arrive, eh bien, vous avez une attitude que vous connaissez très probablement, c'est comme chez l'adulte d'ailleurs, c'est l'utilisation des intralipides à 20%. Vous avez la dose sur la diapositive et je ne la détaille pas, mais vous l'aurez en tout cas sous la main. Voilà, juste un mot sur les apports, les voies d'abord et apports intraveineux. On ne va pas s'appesantir sur les apports intraveineux parce que, certes, une circoncision, vous n'avez pas besoin d'apporter beaucoup de liquide, c'est vrai, c'est court. En plus, le jaune maintenant est ultra réduit. Mais il y a un point essentiel que je voulais mettre dans cette diapositive. Et ça, à droite, vous avez les RPP de 2023. La voie d'abord est indispensable, quel que soit le type d'anesthésie générale. Donc, il faut le dire et le redire. C'est fondamental de l'avoir à l'esprit. Si jamais il y a un problème et qu'il n'y a pas de voie d'abord, vous êtes indéfendable. C'est clair. Les solutés vont être choisis en fonction de l'âge. On n'a pas le temps forcément de détailler tout ça. C'est très clair et c'est très bien défini l'utilisation des solutés en fonction de l'âge avec les débits selon la règle des 4-2-1. Vous la connaissez de toute façon. Le contrôle des voies aériennes supérieures dans le contexte de la circoncision, eh bien, en gros, c'est le masque laryngé. Vous voyez à droite, vous voyez les recommandations, les RFE, pour le compte de la gestion des voies aériennes de l'enfant qui sont sortis en 2019. Et très clairement, vous voyez qu'il est écrit qu'il est probablement recommandé d'utiliser un dispositif supraglottique plutôt qu'une sonde d'intubation quand on est face à une chirurgie superficielle programmée de courte durée. C'est tout à fait le genre de la circoncision, donc plutôt masque laryngé. On ne va pas détailler ça. Je vous ai mis ce tableau parce que je le trouve intéressant. C'est les différentes catégories, c'est les différentes marques de masque laryngé avec les tailles et les poids. Vous avez la référence qui est très intéressante si vous voulez un jour y retourner. On ne le détaille pas, mais c'est intéressant de l'avoir sous la main. Par ailleurs, vous voyez que dans les recos, dans les RFE, il est recommandé d'utiliser un manomètre pour vérifier la pression dans le coussinet gonflable de votre masque laryngé qui doit être inférieur à 40 mm de mercure. On n'y pense pas toujours. Moi, je l'ai répété il n'y a pas longtemps à Trousseau, tout le monde ne le fait pas. Mais en tout cas, c'est recommandé. Alors, le réveil de l'anesthésie, on enlève le masque laryngé. La question, c'est toujours est-ce qu'on l'enlève endormi, est-ce qu'on l'enlève réveillé? En fait, là, il n'y a pas de recours. Autrement dit, vous faites comme vous le sentez, si je puis dire, c'est-à-dire comme vous avez l'habitude de faire. Un petit focus sur une étude que j'aime bien et qui est extrêmement récente puisqu'elle vient d'être publiée dans Anesthesia Analgesia et qui s'intéresse justement à la survenue des événements respiratoires après ablation du masque laryngé et qui compare l'anesthésie au sévoflurane versus l'ativa au propofol. Alors l'ativa au propofol pour la circoncision, bon, c'est un peu compliqué, mais bon, ça fait rien. C'est intéressant de voir les conclusions. Il y a plus de complications respiratoires après anesthésie au sévoflurane. Forcément, quand ils ont eu du propofol, ils sont beaucoup plus smooth, ils sont plus endormis, rien à faire, quoi.
Alors après, vous pourriez me demander, oui, mais là, on enlevait endormis ou réveillés. En fait, c'est assez laconique puisque vous voyez que dans l'étude, ils mettent qu'on enlève le masque laryngé quand ils sont physiologiquement et neurologiquement réveillés, tout à un degré qui permet d'avoir ces réflexes. Donc c'est un peu laconique. Bref, il y a une chose qu'il faut retenir parce qu'il y a un édito associé à ce papier qui finalement dit oui, bon, d'accord, mais finalement, peut-être ils ne dorment pas de la même façon, ce qui est assez subtil. Et la conclusion de ça, c'est que de toute façon, quel que soit le type d'anesthésie, il faut éviter les états intermédiaires, et surtout sous sévoflurane. Donc, sous sévoflurane, la sécurité, c'est quand même, comme pour la sonde d'intubation d'ailleurs, c'est de l'enlever réveillé. Ok, il va peut-être tousser un peu, mais en tout cas, il aura ouvert les yeux, il aura récupéré ses réflexes. Voilà. Ah ben voilà. Dernier QCM, évidemment. On va parler analgésie maintenant, après une circoncision. Est-ce que vous utilisez en post-opératoire plutôt du paracétamol, plutôt du tramadol, plutôt de l'ibuprofène ou rien du tout, parce que vous avez fait une anesthésie loco-régionale, ou est-ce que vous utilisez l'un et l'autre? Est-ce que c'est utile de mettre en place une analgésie après une circoncision qui a bénéficié d'un bloc pénien? Alors écoute, pour l'instant, la grande majorité, oui, tout le monde quasi utilise du paracétamol. Oui, ça c'est une valeur sûre. Quasi personne du tramadol dans cette situation. Oui, ça c'est très bien parce que c'est pas du tout conseillé. Un peu d'ibuprofène quand même, et puis très peu ne font rien. Bon, bah c'est parfait finalement, j'ai rien à dire. J'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est quand même que je vais vous montrer une étude assez intéressante qui s'est intéressée, bon, non pas d'ailleurs au traitement, mais à la douleur, parce qu'on pourrait se dire finalement, une analgésie, une circoncision, ça fait peut-être pas très mal. Enfin, moi, je pourrais peut-être me dire ça, mais peut-être pas mes collègues masculins. Bref, donc vous voyez que dans cette étude, en fait, eh bien, ils ont regardé, c'est assez intéressant. D'abord, ils ont montré qu'après la circoncision, il y avait 54% des patients, enfin des garçons évidemment, qui avaient une douleur modérée à sévère le jour de la chirurgie et que cette douleur, elle durait en valeur médiane environ 1 jour. Ça veut dire qu'il y en a qui ont mal 2 jours et ça veut dire que le jour après l'intervention, ils ont quand même mal. Et puis, ils ont regardé la douleur pour un certain nombre d'interventions. Et c'est ça qui est amusant. Vous avez ici les échelles de la douleur. Alors, le gris clair, c'est de la douleur légère. Le moyen, c'est de la douleur modérée. Et le gris foncé, c'est de la douleur sévère. Et puis, pour un certain nombre d'interventions. Vous avez en haut à gauche l'appendicectomie sous la paroscopie, l'appendicectomie ouverte. Et puis la circoncision, en fait, elle est là, vous la voyez. Et donc vous voyez que finalement la circoncision, ok, ils ont moins mal quand même qu'après une laparotomie, enfin pas une laparotomie, mais une appendicectomie par voie ouverte. Mais quand même, ils ont mal, ils ont plus mal qu'après une cystoscopie, et ça donne quand même une idée de cette douleur qui n'est pas négligeable. Et puis là, vous voyez, sur la droite, vous avez l'évolution des troubles du comportement post-opératoire. C'est amusant parce que, en fait, ces troubles du comportement post-opératoire, ils sont complètement calqués sur les niveaux de douleur, ce qui est tout à fait logique, mais ils ne sont pas négligeables, là encore, pour la circoncision. Bref, comme vous l'avez parfaitement bien dit sur le QCM, l'analgésie de base pour une circoncision qui a bénéficié d'un bloc pénien, eh bien, c'est du paracétamol, Péros, vous avez les doses, associées éventuellement à de l'ibuprofène. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même une rescue intéressante pour les parents qui vont être à domicile et qui vont devoir gérer tout seuls la douleur. Ce n'est pas si facile que ça. Voilà, bref. J'ai fini, donc c'est une intervention très fréquente, vous avez bien compris, c'est des jeunes enfants, c'est en ambulatoire, des jeunes enfants mais qui ont quand même plus d'1 an, ça concerne les médecins anesthésistes à activité mixte, souvent en libéral, mais c'est un enfant sain, mais les risques de l'anesthésie pédiatrique existent, ce sont ceux d'un enfant sain, on les a rappelés. Les modalités anesthésiques, vous avez vu que finalement il n'y a pas beaucoup de débat, c'est assez clair, tout le monde fait des blocs péniens, j'ai bien compris. Comme toujours pour l'ambulatoire, ça nécessite une organisation avec un consensus entre le chirurgien et l'anesthésiste.
Et puis, quand même, c'est toujours intéressant d'avoir un recours identifié. C'est un principe de base, d'ailleurs, pour la chirurgie ambulatoire, parce que de temps en temps, il y a quelques petites complications de la circoncision. On est bien content de pouvoir les envoyer quelque part. Voilà. Merci Isabelle, merci beaucoup. Premier point, vous verrez apparaître probablement un QR code que vous pourrez scanner et qui vous donnera la possibilité de télécharger la présentation qu'Isabelle vient de vous faire, donc vous l'aurez. Deuxième point, vous savez qu'il y a 2 autres lives qui sont prévus, le 31 janvier et le 6 mars. D'abord sur le risque respiratoire autour de la chirurgie de végétation, et puis la deuxième sur l'amydalectomie, risque hémorragique, reprise chirurgicale en urgence. Donc il y a toute une série de vos questions qui sont de toute façon archivées et qu'on pourra reprendre dans les lives suivants. Donc voilà, surtout ne soyez pas frustrés. Je crois que la première grande question, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que ces RPP sont faites pour que la chirurgie pédiatrique ne soit plus faite dans le privé et aille tout au CHU? La crainte des collègues, c'est de dire je n'ai pas les capacités au vu de ce qui a été produit, notamment, peut-être tu pourras nous en parler, au vu du volume demandé qui a été d'être validé anesthésiste pédiatre. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, d'abord, ça n'a pas du tout été fait pour que les CHU récupèrent toute l'activité d'anesthésie pédiatrique, bien au contraire, parce que d'abord, on ne peut pas, c'est très clair. Et ça a été fait essentiellement pour rappeler, parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses dans ces RPP qui sont extraites, qui sont des rappels du SROS de 2004. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est effectivement le fonctionnement en salle d'opération. Et là, effectivement, on s'est focalisé sur l'enfant de moins de 1 an, mais vous avez bien compris que l'enfant de moins de 1 an, c'est celui qui est à risque, et que c'est celui où on doit prendre des précautions. C'était l'objectif de ces RPP. Alors, concernant le volume d'activité, en fait, dans les RPP, il n'y a pas écrit de seuil. Volontairement, on n'a pas dans le texte des RPP, il n'y a pas de seuil. Alors, ce seuil, il apparaît dans les questions, mais cette question, elle va sauter. Dans les questions qui ont été publiées sur le site de l'ASFAR. Absolument. C'est-à-dire que finalement, on a voulu aider les praticiens en répondant aux questions qui étaient le plus souvent posées. Et puis, trop d'informations tue l'information. C'est trop de données tue la donnée. Et donc, on va s'en tenir à ce qui est écrit dans le texte, c'est-à-dire une pratique régulière de l'ordre d'une demi-journée par semaine ou une journée tous les 15 jours, etc. Ce qui était déjà, là encore, écrit dans le SROS. Donc là, on n'a absolument rien de nouveau. Et ce seuil de 100 c'est embêtant un seuil de toute façon. C'est vrai que c'est ennuyeux parce que si on est à 98, on n'est pas dans le seuil, et puis etc. Donc ce seuil va disparaître. C'est une grande nouvelle, moi, oui. J'ai l'impression. Hein. Voilà. Ok. Donc finalement, ça va peut-être aider certains en tout cas, à ne pas abandonner la chirurgie pédiatrique. Voilà. Bon, après... C'est pas un seuil élevé, mais je conçois que ça puisse être ennuyeux, je conçois, voilà. Ce qui est important, c'est la régularité de la pratique. Parce que, on le sait bien, et en anesthésie pédiatrique particulièrement, il y a un feeling, il y a une façon de faire, il y a une gestion des complications, voilà. Et en fait, quand on a une pratique régulière, de l'enfant, en plus la pratique régulière, elle n'est pas restrictive, c'est-à-dire c'est l'enfant, donc c'est de 0 à 15 ou 18 ans selon les définitions, mais d'ailleurs en chirurgie pédiatrique c'est 18 ans, donc c'est de 0 à 18 ans. Donc ça laisse quand même l'opportunité, enfin ça laisse, c'est assez ouvert. Donc on peut inclure dans notre activité toute la chirurgie dents de sagesse qu'on fait jusqu'à 15-16 ans. Si on fait cette activité, on fait de l'activité d'anesthésie pédiatrique. Absolument, et ça c'était d'emblée d'ailleurs, on l'a toujours dit, mais ce que je veux dire c'est que finalement il faut s'en tenir au texte. C'est pas la peine d'aller de chercher des détails plus précis parce que finalement quand on précise, on s'enferme. Patrick ? Oula. Bon, il y a plein de questions, évidemment, mais moi, ce que je constate, en gros, c'est qu'il y a relativement peu de questions techniques. En fait, la technique, les gens y connaissent, ça ne les intéresse pas. Je suis sûr. Ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire en termes d'activité. Bon, donc là, déjà, tu viens de tordre de cou à une notion qui était dans les questions et non pas dans le texte primitif. Donc là, déjà, ça fait sauter pas mal des questions que j'ai vaguement notées.
Je vais te les poser, mais Oui, comme oui. il y en a plein, ça Oui. va être. Je te Oui. pose la question, tu réponds Je vite. réponds par oui ou par non. Ouais, Non, mais je en fait, plaisante. il y a aussi beaucoup de questions qui ne sont pas des questions, mais qui sont Oui. des commentaires personnels du style comment on va faire. Alors déjà, D'accord. je tords le cou à la première. Oui. Branché n'a pas poussé à ce que ces recommandations soient faites pour diminuer le risque. Il n'en a ni les moyens, ni le pouvoir, ni la volonté. Je suis témoin. Ça n'a rien à voir, c'est hors du champ. Bon, voilà, ceci étant dit, il y avait une question sur la formation qui est importante. Bon, d'accord, il faut avoir une activité formelle. Donc ça va de je passe le DU Oui, jusqu'à je suis abonné à une revue de pédiatrie. absolument. Ça veut dire quoi en pratique? Bah, ça veut dire qu'on a laissé les portes très ouvertes. Ça veut dire qu'on a confiance, enfin en tout cas on fait confiance aux praticiens pour entretenir sa formation, qu'elle soit théorique en l'occurrence. Et il y a un panel de possibilités qui sont exposées dans l'annexe 5. Effectivement, ça va de la consultation du site de la DARPEF à la validation d'un DU. Après, il faut savoir aussi que la majeure partie des congrès maintenant organisent des parcours pédiatriques. Donc ça fait partie de la formation générale en anesthésie. J'imagine que chacun est responsable de sa formation continue. Et par exemple à l'ASFAR, cette année, on a vu des parcours pédiatriques qui étaient clairement énoncés. On les valide. Et ce sera important dans le contexte de la certification périodique. Parce que de toute façon, la certification périodique, on va devoir satisfaire les critères. Ce n'est pas encore tout à fait clair, mais ça rentrera dans ce cadre. Et moi, je fais confiance aux praticiens en termes de formation. Le DU n'est pas du tout indispensable. Un jour, on m'a dit le DU est obligatoire. Pas du tout. Si vous avez envie de faire un DU, finalement, c'est enrichissant aussi. Finalement, ça permet d'aller dans un centre, ça permet d'écouter des cours, etc. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc des webinaires comme ce soir, la Parfait. participation à des sessions pédiatriques au congrès de Exactement. l'ASFAR ou autres. Exactement. sont Tout ça, c'est comptabilisés. complètement. En plus, maintenant, les choses sont très faciles parce qu'on a des attestations, on a des QR codes, on a tout ça est enregistré, etc. Donc, il est extrêmement facile, finalement, si besoin, d'attester de sa formation. En revanche, pour les infirmières de salle de réveil, c'est préférable qu'elles aient une formation un peu spécifique. Alors, les infirmières, de façon générale, les infirmières, elles doivent, quand elles prennent en charge des enfants, théoriquement, elles doivent avoir une formation de prise en charge pédiatrique. Alors, elles ont toutes un peu une formation au cours de leur formation initiale, bien entendu. Ça suffit. Si elles peuvent dire qu'elles ont une pratique, elles Bien n'ont sûr. pas besoin d'avoir une Non, formation. alors on n'est pas du tout rentré, on n'est pas universitaire rentré ou autre, dans c'est la de la formation pratique, des quoi. infirmières parce que c'est un peu compliqué déjà. On s'est vraiment focalisé sur les médecins. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple l'ASFAR organise des formations dédiées aux infirmières, aux IDE de SSPI pédiatriques par exemple, puisque moi j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai vu des infirmières, beaucoup du libéral d'ailleurs, les 2/3 étaient du libéral, qui exerçaient dans des structures où il y avait de l'anesthésie pédiatrique, pas que, c'était des structures mixtes bien entendu, et elles sont venues se former, et elles ont été, je pense, assez contentes d'ailleurs. Il faudrait qu'on avance un peu dans les questions. Donc, Je vais trop... non, c'est pas ça, mais c'est compliqué. Déjà, il y a un autre truc qui va nous permettre de balayer pas mal de questions. Là, on est dans la chirurgie réglée. Oui. Quid de la pratique en urgence? Sachant qu'on reviendra dessus quand on parlera de l'amygdalectomie et des absolument. reprises en urgence. Alors, on n'a pas abordé l'urgence dans les RPP. Dans la mesure où ce n'est pas abordé, finalement, il y a une certaine liberté d'organisation des sites. Ce qui est important, c'est que chaque site, chaque établissement, finalement, réfléchisse. Et, parce que normalement, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on doit savoir, on dit bien aux patients, on leur dit quelque chose, on leur dit, voilà, si vous avez telle complication, vous revenez, etc. Donc ça fait partie de l'organisation de l'urgence. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, même si ce n'est pas écrit dans les RPP, c'est que l'urgence est un facteur de risque supplémentaire. Après, les RPP n'abordent pas l'urgence. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et on n'ira pas plus loin que ça. Non, mais ça répond déjà à pas mal de choses, Voilà. parce que ça veut dire que ça laisse une liberté d'organisation dans les équipes médicales et dans les centres. Absolument. Je pense que c'est bien de le dire aussi. Après, il y a quelque chose qui a amené beaucoup de questions aussi, c'est l'organisation de la CPA. Alors déjà, est-ce qu'il faut être un anesthésiste, entre guillemets, pédiatre, pour pouvoir faire une consultation pour un enfant ou pas? Voilà une question qui est intéressante. Ah, tu vois, il y en a plein.
Alors là, j'aurais tendance à dire qu'il faut une certaine formation. Maintenant, on n'a pas spécifié. C'est pas spécifié dans le texte. C'est pas spécifié dans le texte. Donc, Voilà. ce qui n'est pas écrit, n'est pas écrit, et Exactement. chacun l'interprète comme au mieux Absolument. pour sa pratique. D'accord. Après, ce qui a aussi emmené pas mal de questions, ça c'est un peu prévisible, c'est la présence des deux parents. Alors, les deux parents, on sait qu'ils ne sont pas toujours là, on sait qu'il existe des papiers permettant de faire signer aux parents présents qu'il va s'engager à aller chercher l'autre. Bon, voilà. Et là, tu as été très précis sur le rituel, en disant qu'il fallait vraiment avoir les deux. Mais en dehors de ça, certaines questions, mais en dehors de ça, est-ce qu'on peut avoir la souplesse de dire au présent, à charge pour vous de rechercher l'autre? Alors, moi j'ai beaucoup cherché dans les textes. En fait, il parle d'actes usuels. Donc, en acte usuel, on peut faire signer un des deux. Alors, il faut distinguer les parents séparés et les parents non séparés. Dans les parents non séparés, on peut faire signer un des deux parents, à charge à lui de communiquer avec l'autre parent et de s'assurer de l'information, que l'information dispensée en consultation d'anesthésie soit communiquée à l'autre parent. Ça repose sur, sur celui que vous voyez, sur le parent que vous voyez. Néanmoins, il faut l'écrire. Moi, je dis qu'il faut toujours tout écrire. De toute façon, en consultation d'anesthésie, il faut écrire. Si vous êtes dans un contexte, si vous ne pouvez pas joindre le parent, il est ailleurs, dans un autre pays, où il n'y a pas de... où il est absent, dans ces cas-là, vous n'êtes pas tenu à l'impossible non plus. Mais vous devez faire preuve, vous devez pouvoir attester que vous avez fait l'effort d'essayer de le joindre. Voilà, c'est comme ça que c'est écrit. Enfin, la signature, la fameuse autorisation d'opérer, elle est bien biparentale. Alors, elle est biparentale, sauf si vous ne pouvez pas le joindre. C'est ça. Sauf en urgence. Voilà, après, évidemment, il faut moduler les choses. Si vous faites une intervention extrêmement dangereuse, c'est mieux d'avoir... Enfin, il faut tout faire vraiment pour avoir le deuxième parent, hein, c'est clair. La circoncision rituelle, moi j'ai été surprise, mais effectivement, c'est vraiment un cas particulier où il faut les deux parents, quel que soit, que les parents soient séparés ou pas séparés, parce que c'est considéré comme une mutilation. Ce n'est pas un acte médical, c'est considéré comme une mutilation, et donc c'est spécifique. Voilà. D'accord, donc pour le reste, on peut en rester à ce qu'on sait faire. Deux, c'est mieux. C'est-à-dire que deux, il faut, c'est la règle. C'est ça. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que le retard puisse être délétère pour l'enfant. Donc, si le deuxième parent signe qu'il va faire des recherches et qu'il s'engage à trouver le deuxième, ça nous suffit pour pouvoir y aller. Absolument, absolument. D'ailleurs, il est écrit dans les textes que ça ne doit pas être une raison de retarder un soin qui doit être fait. D'accord. Donc là, ça répond déjà à un certain nombre de questions encore qu'il y en avait. Il y a aussi une question intéressante. Certaines fois, parce qu'on n'en a pas les moyens, on peut se dire on va garder l'enfant qui a par exemple une désaturation en SSPI, on va le garder, bon, ou alors il vaut mieux le muter très rapidement. Et quid du centre de recours? Le centre de recours, tu sais, c'est souvent très compliqué d'obtenir des conventions quand tu es dans un centre de proximité, que le centre de recours est à 50 ou 100 km. Tu n'as pas vraiment la convention. Et puis, ce n'est pas bon pour le gamin de le trimballer pendant 1 heure s'il ne va pas bien. Donc, tout ça, dans ces cas-là, quelle est la meilleure attitude? On essaye de se débrouiller avec les moyens qu'on a? Alors, en laissant la SSPI trop ouverte plus longtemps, par exemple? Oui, absolument. Ou on mute d'emblée? Non, je crois que... Alors après, c'est encore une fois, c'est fonction des... Non, mais c'est des vraies questions hein, en plus. Ah ben, c'est du courant. Mais ça dépend beaucoup des structures. La logique, si vous avez un retard de réveil, si vous avez un enfant qui désature un peu, c'est un enfant qui vomit, un enfant qui a un peu mal, comme ça se passe chez nous en ambulatoire, hein, à ce moment-là, on attend pour le faire sortir. C'est-à-dire qu'on le garde jusqu'à temps qu'on soit sûr qu'il soit ad intégrum. Et donc, on est obligé de rester, quoi. Je veux dire... Et ça, le médecin anesthésiste, moi, à mon sens, il est obligé de rester dans la structure tant que l'enfant n'est pas sorti. Hein. Ça, voilà. Et voilà. Par contre, si c'est une complication plus grave, là, il faut amorcer un transfert.
C'est-à-dire que vous avez eu une complication. Ça arrive, hein, parce que nous, on a des transferts qui arrivent chez nous. Vous avez eu une complication péranesthésique, un laryngospasme, par exemple, ça arrive, ça peut très bien arriver. Et puis votre enfant, des fois, la plupart du temps, les laryngospasmes, ça, on s'en sort. Et puis de temps en temps, on s'en sort moins bien. On peut avoir un œdème à vacuo, on peut avoir des complications respiratoires vraies. Ça, c'est au médecin anesthésiste en charge de l'enfant, mais les gens le font très bien, d'évaluer le risque. Et de se dire, soit je le garde, je le surveille moi-même jusqu'à ce que je puisse le remettre à ses parents, etc. Soit j'appelle. Ils peuvent aussi demander conseil. Nous, on a très souvent des gens qui nous appellent pour avoir des conseils. C'est-à-dire, voilà, je fais quoi, vous en pensez quoi, c'est dû à quoi, etc. Il faut avoir des interlocuteurs. Donc c'est bien que dans toutes les SSPI ou dans les organisations, il y ait un numéro, comme on en a pour le cerveau, comme on en a pour le cœur, qui est un numéro d'appel en cas de difficulté pédiatrique pour être conseillé. Mais je crois que les gens le font. Et ça existe, tu crois que c'est facile à monter? Je crois que les gens le font. Pas certain que ce soit si facile à obtenir. Désormais, il faut le prévoir. Il faut le prévoir. Voilà, parce que l'intérêt, c'est de le prévoir. Voilà, absolument. Je crois qu'il faut anticiper les choses. Après, on s'en servira peut-être une fois tous les 2 ans, mais au moins, ça aura été anticipé. Et ça permet d'être moins angoissé à ce niveau-là. Et puis, c'est utile, quoi, ça, franchement. Oui. Et très sérieusement, le référent, c'est quand même utile d'avoir un référent. En anesthésie pédiatrique, ça peut être quelqu'un de la région qui est dans un service d'anesthésie pédiatrique. Et puis, vous l'appelez si vous avez un souci. Des fois, c'est totalement, comment dirais-je, c'est pas formel, c'est pas forcément formel, mais c'est bien quand c'est écrit quand même. C'est une bonne pratique d'avoir prévu un canal. Absolument. Qui nous permet, en cas de difficulté... Mais je crois que les gens le font quand même. Pas toujours facile, je te dirais. Oui, c'est possible. Non, mais après, les particularités locales, enfin, c'est pas toujours facile. Alors, il y a des questions aussi, mais bon, ça retourne un petit peu en boucle. C'est comment quantifier l'expérience en pédiatrie? C'est quoi l'expérience? Tu as dit qu'il n'y avait pas de barrière en nombre. Non. Après, on dit une demi-journée, mais est-ce que 2 demi-journées, c'est une journée? Ça veut dire quoi? On peut faire 3 enfants par demi-journée? On peut en faire 15? Non, mais bien sûr. Moi, je crois que ce qui compte, c'est pratique régulière. Pratique régulière. Voilà. Bon, ça, on ne va pas plus loin que la pratique régulière. C'est vraiment important parce que pratique régulière, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, c'est pas une fois tous les ans, hein, malgré tout. Oui, régulière. C'est pas une fois par mois. C'est pas une fois. C'est de l'ordre d'une fois par semaine, mais bon, si vous sautez une semaine, c'est pas grave. Enfin, faut quand même être. Et ça, en fait, on revient à ce qu'on avait écrit dans le maintien des compétences en anesthésie pédiatrique. Mais on n'a rien inventé. Voilà, hein. là, il n'y a rien de nouveau. Absolument, il n'y a rien de nouveau. Toutes les peurs actuelles qu'on a sur il faut en faire 100, il faut en faire... Non, ça c'est bon, on oublie ça. Parce ça que, non, mais, mais ça marque, si tu veux. Oui, je quand comprends. Donc, mais je comprends. Hein. Maintenant, le fait qu'on l'oublie, c'est bien, mais c'est quand même une source de... Alors, si on avait choisi 100, ce n'était pas un hasard. C'était tiré d'enquêtes et de morbidité. Et il faut savoir que les Anglais, par exemple, il faut savoir quand même en Europe, on n'est pas exigeants. En Europe, les gens sont beaucoup plus exigeants sur la pratique de l'anesthésie pédiatrique. Et ne parlons pas des États-Unis. Donc, il y a un niveau d'exigence en France qui est bas. Donc, voilà, bon, il faut le savoir. Mais comme ce n'était pas dans le texte, ça va y rentrer. Absolument. Justement, ça tombe, il y a une question. Est-ce que ces RPP se sont basés sur des nouvelles données? Des data précis, c'est ce que tu viens de dire, en fait. En fait, c'est les données que je vous ai montrées, hein. C'est-à-dire des études qui sont des études de morbidité, qui ne sont pas que les études européennes. Il y a 2 grosses études européennes, mais il y a aussi toutes les études américaines. Celles que je vous ai mises, elles sont parfaitement menées. C'est des grosses cohortes et qui mettent en évidence l'incidence des complications. Alors, bon, il y a les arrêts cardiaques, mais il n'y a pas que les arrêts cardiaques. Il y a les complications respiratoires. Et les complications respiratoires, tous les gens qui font de l'anesthésie pédiatrique, de toute façon, savent qu'il y a une incidence des complications respiratoires non négligeable. Si on sait faire, il n'y a pas de problème. C'est ça le truc. Un MAR dédié, ça veut dire qu'il est affecté à une seule et unique salle. Oui. En fait, Thomas, il résume bien. Il dit, en gros, si je résume, on fait comme avant, mais pas d'enfant de moins de 10 ans tout seul s'il n'y a personne à côté. Oui. C'est c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Disons qu'il faut une rescue. C'est ça. Voilà. Alors après, j'ai quelques petites questions techniques. Tu vas répondre en 1 seconde. 2 frères le même jour pour la circoncision? Non. Non. En plus, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, nous, donc je vous dis non.
Et pourquoi? Parce que s'ils ont une anomalie, alors la circoncision, c'est pas grand-chose, Enfin, mais oui, c'est- on a eu on a eu ça pour des VG il y a pas longtemps, il y a un mois, et les deux ont saigné, et on s'est fait avoir, nous, parce qu'ils n'avaient pas d'antécédent hémorragique, et le deuxième, on n'a pas intégré l'antécédent du premier, parce qu'il a été opéré, je ne sais plus, un jour avant, ou quelque chose comme ça, et il a saigné comme les deux ont saigné. Hein. Donc, moi, je dis pas le même jour. Pas le même jour à cause de ce problème. À cause des anomalies, ça peut être, Ok. un accident d'anesthésie, ça peut être une hyperthermie maligne, on ne sait pas. Hein, Sauf je veux s'ils dire. ont déjà été opérés auparavant et que c'est pas... Voilà. Oui, oui, absolument, oui. Oui. Donc ça, c'est fait. Est-ce que l'augmentin perturbe les tests d'hémostase? Ah, je te dis, c'est... Réponds. Non. Non. Non, alors non, sauf si on est dans la prise chronique d'antibiotiques qui va modifier la flore digestive et qui va D'accord. induire un déficit en vitamine K, D'accord. donc, et qui va allonger le TP. Attention, ça c'est très fréquent chez l'enfant, hein. Chez les enfants qui sont opérés d'ORL, enfin de trucs ORL. Voilà, donc indirectement, c'est pas... C'est pas faux. Voilà. Intérêt de la prise de tension chez un gamin de 3 ans. Ah, j'ai pas, vous avez vu, j'ai dû mettre pression artérielle en tout petit. Hein. C'est difficile et on le fait pas, on le fait pour les enfants plus grands. Voilà. 3 ans, d'accord. C'est difficile. Alors, pardon, juste en consultation. Hein. Oui, oui. Par contre, pour un. Non, oui, consultation, d'accord. consultation. Oui, c'est très difficile. Je suis d'accord. Les liquides, toi, tu as dit les liquides clairs moins 1 heure, Oui. certains disent moins 2. Ouais, mais les recos européennes, c'est 1 heure. Moins, ok, très bien. Là, je balaye. Après, si vous avez envie dans votre structure de décider 2, vous avez le droit. Hein. Ouais. Vous dites, voilà, moi, je décide que c'est 2, parce que la programmation, parce que ceci. Moi, personnellement, je ne suis pas une adepte de 1 heure, mais bon, j'ai cédé, mais... Les seuils, tout ça, tu as répondu, les garder, les réponses, l'expérience, les critiques des demi-journées. Bon, après, il y a un certain nombre de questions, mais elles se rapportent à l'amidélectomie ou alors à ce problème ou à l'enfant enrhumé avec les végètes, Alors ça, tout on ça. va le voir. Hein. Mais tout ça ça va prochaine être fois, revu c'est dans l'enfant les, enrhumé. dans Oui, les, oui, dans les lives exactement. suivants. Oui, oui. Donc, voilà, bon... On a fait un bon survol, moi, je trouve. Hein. Merci Isabelle de toutes On a ces... fait un survol, oui. Mais tu vois, on voit quand même que ce qui intéresse principalement, hein, c'est pas vraiment la partie comment je l'endors et tout ça. Bien sûr, ça c'est apparu aussi, mais c'est surtout tout ce qu'il y avait Bien autour sûr. qui posait Bien sûr. vraiment Il faut dire que la questions, hein. circoncision, c'est un acte quand même qui est vraiment... Bah, qui pose pas de... Les VG, ça sera plus drôle. Bah oui, ça pose pas de problème, mais comme je l'ai dit en préambule, c'est quand Absolument. même... ça peut en poser des gros. Alors, hein. Les anesthésiques locaux, attention, ce que je disais, nous, sur nos 3 dernières RMM, on en a 2 qui sont liées à un surdosage en anesthésique locale. Mais pour quel type de... Pas une erreur d'ampoule au milieu de la nuit. Bon, ok, mais c'est quand même... ouais. C'est-à-dire que ça ne pardonne pas l'erreur d'ampoule, l'anesthésique locale. Et 2, une erreur de réglage d'un dispositif d'administration en continu. Et des bébés, hein, et avec des arrêts cardiaques et tout. Donc, heureusement qu'ils ont été récupérés, mais quand même, hein, on se fait peur. Hein. On banalise beaucoup les anesthésiques locaux, il faut faire attention. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'on peut s'arrêter là, sans qu'on peut y passer beaucoup plus de temps. J'ai essayé de balayer les questions, mais il y en a d'autres qui seront... Oui, un grand merci Isabelle. Hein. Merci à chacun aussi pour, on a bien vu, votre participation et votre entrain. Merci aussi à tous ceux qui permettent l'organisation de ces lives. Yéma, Céline, toute son équipe, Clément et Émilie se reconnaîtront. Et donc, on ne vous laisse pas, puisqu'on se retrouve le 31 janvier pour le second live qui sera centré autour du risque respiratoire et de la prise en charge des végétations. Et puis le 6 mars, là, plus sur l'amidalectomie, avec un focus sur le risque hémorragique. Et on parlera également de la reprise chirurgicale en urgence et des conditions de transfert vers un centre de recours. En parlant d'hémorragie, n'hésitez pas non plus à vous connecter jeudi prochain, 18 janvier, autour d'un live sur la problématique du refus de transfusion, dans quel piège ne pas tomber. Mais toutes les informations sont sur le site de Branchet Solutions. On va pouvoir vous remettre aussi le QR code que vous pouvez scanner pour récupérer le diaporama d'Isabelle Constant. Merci à tous, merci à toutes et à très bientôt sur Branchet TV. Bonsoir, merci.